Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. La journaliste de Newsweek, Batya Ungar-Sargon, donne un aperçu opportun des problèmes qui affligent le journalisme américain dans son livre Mauvaise nouvelle, comment les médias woke sapent la démocratie. Alors qu'elle conteste de nombreuses tendances médiatiques, la principale critique d'Ungar-Sargon est que l'accent intense mis sur la couleur de la peau a conduit les journalistes à ignorer le profond fossé économique entre les riches et les pauvres américains. Non seulement c'est une fausse représentation des faits, mais cela a obscurci la vision de tous les médias de gauche et perpétué une inégalité économique cupide qui ne fait qu'empirer, y compris pour la classe ouvrière et les pauvres de toutes les origines ethniques. Ungar-Sargon retrace l'histoire du journalisme populaire aux États-Unis, qui a commencé avec Benjamin Day, avec le New York Sun dans les années 1830. Puis Joseph Pulitzer, à la fin du XIXe siècle, a continué la tradition avec le New York World. Pulitzer a promis qu'il n'appartiendrait jamais à aucun parti, s'opposerait toujours aux classes privilégiées et aux prédateurs publics et ne manquerait jamais de sympathie pour les pauvres. La combinaison d'une presse libre et d'un taux d'alphabétisation élevé a fourni les conditions pour Pulitzer et d'autres pour avoir un impact énorme sur la démocratisation des médias. À cette époque, des journaux comme le New York Times poursuivaient une stratégie opposée. Pour faciliter les rentrées d'argent, ils ont défini leur lectorat comme un groupe, je cite, « décent et à revenus élevés ». Mais le milieu social et le niveau d'éducation du journaliste moyen ont radicalement changé au fil des ans. Dans les années 30, seuls 3 journalistes sur 10 avaient un diplôme universitaire. Aujourd'hui, de nombreux journalistes doivent avoir un diplôme de 3e cycle. Au cours des dernières décennies, de nombreux médias ont été rachetés par de grandes entreprises et les opinions de gauche des journalistes se sont accentuées. En 1984, seuls 26% des journalistes ont voté pour Ronald Reagan comme président, alors qu'il a remporté 59% des voix à l'époque. Parce que les universités sont généralement de gauche et endoctrinent les étudiants avec des idées de gauche. Les étudiants journalistes sont pour la plupart de gauche. En 2015, par exemple, 96% des journalistes avaient fait un don à Hillary Clinton. Outre le fait que les médias soient plus riches et plus à gauche que leurs lecteurs, il existe une distance géographique entre les producteurs et les consommateurs d'informations. Les médias locaux aux États-Unis se sont effondrés. Les médias nationaux n'ont pas été aussi touchés. La plupart sont situés dans les grandes villes du nord-est ou de la côte ouest. Ces lieux sont majoritairement démocrates. Et le journalisme numérique n'a fait qu'accroître cet écart, les journalistes ne quittant souvent pas le confort de leur environnement pour rapporter l'actualité. Il est intéressant de noter que les médias comme le New York Times ont une stratégie qui se concentre sur les histoires qui attirent l'engagement en ligne, qu'elles soient dignes d'intérêt ou non. Voici pourquoi le président Donald Trump a attiré l'attention du New York Times, de CNN et d'autres géants des médias, et ils ont abandonné toute norme d'intégrité journalistique. Une analyse minutieuse du langage utilisé dans les principaux médias tels que le New York Times, le Washington Post ou le Los Angeles Times révèle que les articles sur la race, le racisme et l'esclavage s'étaient multipliés sur tous les fronts des années avant le début de la campagne Trump. Du point de vue d'Ungar-Sargon, cette focalisation accrue sur la race était inutile, car elle survenait à une époque de diversité et de tolérance sans précédent. De plus, il ignore les divisions importantes au sein même de la communauté noire et occulte la question plus importante de savoir comment combler le fossé entre les riches et les pauvres. Au lieu de soulever des questions sur la criminalité, la pauvreté et d'autres problèmes aigus, le New York Times et d'autres médias choisissent de s'attarder sur la race, se donnant ainsi un vernis de radicalisme et une bonne conscience qui ne menaçaient en aucun cas leur propre position élevée dans le tissu socio-économique. Son livre donne un aperçu concis des problèmes du journalisme américain et des suggestions sur la façon de gérer la situation. Et elle encourage ses lecteurs à considérer les liens entre la classe ouvrière et le conservatisme. Le chef républicain de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, recherche au moins 10 républicains pour aider les démocrates à relever le plafond de la dette avec un vote à la majorité simple. Dans un accord avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, les républicains donneraient aux démocrates suffisamment de voix pour modifier les règles, puis les démocrates adopteraient une augmentation du plafond de la dette sans le soutien des républicains. Parce qu'un total de 60 voix sont nécessaires pour modifier les règles de vote au Sénat,
au moins 10 républicains devraient accepter la stratégie de McConnell pour y parvenir, c'est-à-dire pour retourner l'obstruction systématique concernant l'augmentation du plafond de la dette. C'est ainsi que ces politiciens corrompus trompent les citoyens américains. Les démocrates gagnent parce que le gouvernement pourra continuer à emprunter de l'argent pour financer le programme extrême de Joe Biden. Les républicains gagnent également parce qu'ils prétendront avoir voté non au relèvement du plafond de la dette, même si 10 d'entre eux devront voter avec les démocrates pour changer les règles et activer la tactique. Les républicains pourraient s'opposer au relèvement du plafond de la dette par le Congrès pour forcer le gouvernement fédéral à réduire les priorités de dépenses afin que les dépenses ne dépassent pas les revenus. Cela pourrait signifier des coupes importantes dans les programmes d'extrême gauche du Parti démocrate. Mais ces républicains corrompus et faibles, représentés par Mitch McConnell, ont toujours fait passer leurs propres intérêts avant l'intérêt national des États-Unis, permettant aux propositions d'extrême gauche socialiste de l'administration Biden de passer encore et encore. Ainsi, vous verrez que bien que les républicains se disent opposés aux emprunts et aux dépenses excessives du gouvernement, un nombre important vote toujours pour augmenter le plafond de la dette afin d'éviter les retombées politiques de l'incapacité du gouvernement à emprunter plus d'argent. C'est pour cela que Trump a critiqué si fortement Mitch McConnell dernièrement. Quel serait l'intérêt d'une victoire républicaine aux élections de mi-mandat de l'année prochaine si les forces corrompues du marais et de l'establishment ne sont pas retirées du parti républicain en même temps? Autre sujet, les forces culturelles d'extrême gauche tentent désespérément de détruire les États-Unis et de les conduire sur la voie socialo-communiste du non-retour. Une recherche dans les bases de données des subventions de la Foundation to Promote Open Society révèle que le milliardaire de gauche George Soros a versé 3 millions de dollars dans une caisse noire utilisée par des militants d'extrême gauche, le Community Resource Hub for Safety and Accountability, pour pousser le démantèlement de la police. Le CRH est un échange de ressources qui conseille et fournit un soutien financier aux militants progressistes locaux d'extrême gauche. Les formulaires fiscaux montrent que le centre est sous l'égide de l'un des réseaux d'argent noir les plus importants aux États-Unis, en dehors du système judiciaire pénal. Sur ce financement, 2 millions de dollars ont été utilisés pour créer un programme pour former les forces d'extrême gauche à manipuler et influencer les budgets municipaux locaux. Le million de dollars restant est destiné au soutien général. L'association à but non lucratif de Soros a fourni 1,5 million de dollars à la CRH en 2019. Les déclarations de revenus montrent que 500 000 dollars ont été utilisés pour établir le centre. C'est donc bien Soros qui a créé le CRH. Au fil des ans, Soros a fourni un financement important à de nombreuses campagnes de procureurs de district, soutenant souvent les candidats progressistes les plus à gauche. Il a discrètement donné 200 000 dollars à un procureur d'extrême gauche en Virginie. Il a financé les élections de procureurs progressistes d'extrême gauche dans des dizaines de villes à travers le pays. Et lorsqu'ils sont élus, ces procureurs ont un impact énorme sur ce qui est réellement poursuivi et accusé de crimes. Ils peuvent exclure des catégories entières de crimes dignes de poursuite. Parker Thayer, chercheur au Capital Research Center, estime que Soros a investi 28 millions de dollars dans les campagnes des procureurs depuis 2015. La Foundation to Promote Open Society a également investi 220 millions de dollars dans la promotion de la théorie critique de la race en 2020, dont 70 millions de dollars pour les efforts locaux pour une réforme de la justice pénale. Corrompus par l'argent de George Soros, de plus en plus de procureurs, au nom de l'égalité raciale, accusent faussement les victimes, exagèrent les affaires pénales normales et les qualifient de racistes dans le but de détourner les tribunaux de la prise de décision normale en vertu de la loi. La promotion de la politique sans caution a eu pour résultat que de nombreux criminels ont été relâchés à plusieurs reprises puis ont récidivé. L'attentat terroriste contre le défilé de Noël de Waukesha en est le dernier exemple. Le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, qui a été lui aussi financé par Soros, a déclaré lundi que malgré un nombre record d'homicides et une augmentation de la violence armée en 2021, la ville n'est pas ravagée par le crime ou la violence et les résidents ne devraient pas s'inquiéter d'une augmentation générale de la criminalité. Il a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de crise d'anarchie, pas de crise de crimes violents. Comme en France d'ailleurs, ce doit être un simple sentiment d'insécurité. En fait, jusqu'à présent cette année, le département de police de Philadelphie a signalé 521 homicides,
soit une augmentation de 13% par rapport à 2020, et le plus grand nombre d'homicides dans la ville depuis au moins 2007. Les fusillades sont en hausse de 4% et le nombre de victimes par balle en hausse d'environ 3%. Les vols à main armée ont augmenté de 27% depuis 2020. La fondatrice de Save Our City, Rosalind Picardo, a déclaré à Fox & Friends « Il y a définitivement une crise ici à Philadelphie ». Elle a dit que Kretschmer est le plus haut responsable de l'application des lois et qu'il blanchit la situation. La réalité est que chaque jour est saturé d'homicides. Ces rues sont submergées par la mort et il dit toujours qu'il n'y a pas de crise. Face à cette vague de crimes violents, les procureurs qui libèrent à plusieurs reprises des criminels de prison, sans caution, sans se soucier de la sécurité des personnes, puis ferment les yeux et disent que tout est sûr, sont l'une des causes profondes des violences et de la criminalité. Le maire démocrate nouvellement élu de New York, Eric Adams, a au contraire lancé jeudi un avertissement très clair à ceux qui voudraient poursuivre les émeutes et les pillages des 2 dernières années. S'exprimant lors d'un événement de la Police Athletic League au Harvard Club, l'ancien commissaire de police de New York a déclaré « Nous ne leur permettrons pas de détruire notre ville. Nous ne permettrons pas non plus aux anarchistes de venir de l'extérieur de notre ville dans des communautés comme le Queens et de les détruire pour leurs propres besoins et désirs égoïstes. Nous ne nous rendrons pas à ceux qui disent qu'ils vont brûler New York. » Il s'agit d'un avertissement évident pour le leader local de Black Lives Matter, Hawk Newsom. Le mois dernier, il a menacé d'émeutes, d'incendies et d'effusions de sang si Adams tentait de revenir aux anciennes pratiques de lutte contre le crime qui avaient été abandonnées sous le maire Bill de Blasio. Adams a également déclaré qu'il avait vaincu un grand nombre de candidats démocrates d'extrême gauche lors des primaires, y compris ceux qui ont proposé de désarmer la police et de chasser les hommes d'affaires de la ville. Bien que démocrates, les commentaires du nouveau maire de New York ont été chaleureusement accueillis par d'éminents républicains, notamment l'ancien commissaire de police de New York ou encore Ed Cox, le président du parti local. Adams a également ajouté qu'il avait l'intention de suivre le livre de jeu de lutte contre le crime de Brayton pour diriger la ville. Brayton est une figure légendaire qui a été 2 fois commissaire du département de police de New York, ainsi que du département de police de Los Angeles et de Boston. Il est largement reconnu pour avoir aidé à réduire la criminalité à New York pendant son mandat. Jussie Smollett, acteur connu de la série Empire, a été reconnu coupable d'avoir menti à la police et d'avoir organisé sa propre agression en 2019, notamment pour faire avancer sa carrière. L'acteur, qui est noir et gay, a affirmé avoir été victime d'une attaque en janvier 2019, affirmant que 2 hommes lui avaient attaché un nœud coulant autour du cou et lui avaient crié des slogans racistes, homophobes et pro-Trump. Mais les procureurs dans l'affaire ont fait valoir que Smollett avait en réalité engagé les 2 frères dans le cadre d'une fausse attaque pour le faire passer pour un crime haineux. Ils devaient porter des chapeaux rouges similaires à la casquette « Make America Great Again » de Trump et utiliser des slogans racistes et homophobes contre lui, ainsi qu'un nœud coulant pour le menacer. Smollett les a payés $3 500 pour simuler l'agression. Le procureur spécial Dan Webb a déclaré lors d'une conférence de presse que le verdict du jury était un message retentissant. Smollett risque une peine maximale de 3 ans de prison. Smollett avait concocté un crime haineux totalement imparfait, mais l'extrême gauche s'était immédiatement ralliée à lui, quels que soient les faits, et en a instantanément fait un héros. Le principal économiste démocrate, Larry Summers, affirme que la montée des mathématiques woke, antiracistes, est une menace pour la sécurité nationale américaine. Summers, l'économiste de Harvard qui a dirigé le Conseil économique national sous Obama, a partagé lundi dernier une lettre signée par près de 600 universitaires condamnant la soi-disant initiative Woke Math dans les écoles. La lettre indique que les mathématiques antiracistes dévalorisent les cours de mathématiques de base comme l'algèbre et limitent les cours de mathématiques avancées pour combler les écarts de réussite. Summers dit qu'un enseignement rigoureux des mathématiques est nécessaire pour la sécurité économique et nationale. Adrian Mims, l'un des signataires, a déclaré que les éducateurs devraient se concentrer sur l'amélioration des cours de mathématiques avancées pour les étudiants plutôt que d'essayer d'abaisser les normes. Les donateurs démocrates ont joué un rôle majeur dans la promotion de cette tendance désormais populaire dans l'enseignement des mathématiques. La fondation Bill et Melinda Gates a financé le soi-disant chemin vers les mathématiques équitables, qui demande aux enseignants d'observer comment les mathématiques
sont utilisés pour défendre les opinions capitalistes, impérialistes et racistes. Cela ressemble beaucoup à la propagande maoïste pendant la révolution culturelle, avec un célèbre slogan « Plus vous en savez sur les sciences, pire vous êtes ». Les partisans des programmes d'études antiracistes poussent souvent à l'élimination des cours avancés de mathématiques afin de combler l'écart de réussite des élèves. La lettre ouverte dit que cette approche stupide sape les opportunités d'acquérir les compétences nécessaires pour s'élever dans la société et donc fragilise encore plus les populations défavorisées. Cela renforcerait également les cours à la mode, mais superficiels par rapport aux compétences de base et causerait des dommages durables à l'éducation aux États-Unis en augmentant les inégalités. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.